Ma conscience s'est diffractée en millions de particules, si tu veux, dans l'espace, à l'infini. Ma grande passion, ça a été de comprendre les religions. Ça a été, c'était même une obsession pour moi. Mhm. L'identité profonde de ton être, elle est autre chose, elle est quelque chose qui est éternel, qui est Mhm. immuable, qui est en dehors du temps, de l'espace, des couleurs, des imprégnations, euh, en dehors de tout ce que tu pouvais penser. Jusqu'au moment où tu t'arrêtes, ben c'est juste que tu as plus conscience de ce qui se passe. Mais ce vomissement de la pensée, ces poubelles mentales, elles sont tout le temps là. Vous êtes le centre de votre vie. Vous êtes le temple du divin sur terre, et ça, on l'oublie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gaïa Méditation TV. Je suis Stéphane et nous sommes de retour pour une nouvelle émission. Mais avant d'accueillir notre invité du jour, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite et à cliquer sur la petite cloche pour être informé de nos nouvelles publications. Alors aujourd'hui, l'invité du jour, il est enseignant spirituel, chef d'entreprise, sonothérapeute. Il est également musicien, auteur-compositeur et poète. Je vous demande d'accueillir chaleureusement le sage Moundir Zniber. Salut Moundir. Bonjour Stéphane. Tu vas bien Moundir? Ouais, super. Ben, en tout cas, un vrai plaisir de rejoindre ta communauté et de pouvoir démarrer cette belle danse ensemble. Alors Moundir, je suis vraiment heureux de te recevoir, comme je te le disais avant cette émission, l'autre jour quand on s'est eu au téléphone. Plusieurs personnes m'ont parlé de toi, enfin j'ai toujours entendu parler de Moundir Zniber ici, Moundir Zniber là. Donc je suis vraiment heureux de te recevoir et je pense que les personnes qui te regardent aujourd'hui, voilà, je pense qu'il y en a pas mal qui te connaissent, mais peut-être certaines personnes ne te connaissent pas, mais ils vont apprendre à te connaître. Et voilà, comme je disais, tu es un personnage qui est quand même particulier puisque tu as je ne sais pas combien de cordes à ton arc, tu es aussi un autodidacte, tu as appris tout par toi-même et tu es aussi auteur, je ne l'ai pas précisé, donc auteur du livre Le chemin, une ouverture profonde de votre champ de conscience de Moundir Nieber aux éditions Très Daniel. Et Donc, on remercie Monsieur Trédaniel pour le beau travail qu'il fait. ouais, on remercie les éditions Très Daniel. Voilà, il y a mon frère aussi Romain qui a sorti un livre aux éditions Très Daniel. Donc, un superbe livre. Je recommande un livre plein de sagesse qui est une compilation en fait de réponses que tu as pu donner lors de stages hein, au cours de 4 années, je crois, 2019 à 2023. Et donc, c'est des réponses que Exactement. tu as données voilà, de façon intuitive et spontanée. Voilà. Tout à fait. En fait, c'est les moments les plus magiques, en tout cas Mhm, pour moi, et je sais pas si c'est pour tout le monde, mais pour moi c'est magique. mhm, Dans mes stages et mes retraites, je laisse toujours 1 à 2 heures de questions ouvertes, un peu à l'ancienne, hein, comme ils faisaient en Inde ou dans différents pays d'Orient. Et je n'ai aucune idée des questions qu'on va me poser. Et donc j'ai le droit à tout type de questions, quelquefois même les plus farfelues possibles. Et les réponses arrivent. Et on rentre dans une sorte de danse très particulière où chaque question suscite des réponses particulières qui amènent d'autres questions chez le public. Et on a cet échange très beau pendant 1 à 2 heures. Et ce sont les seules parties de mes retraites que j'ai enregistrées, si tu veux, au fil des années. Et puis je me suis dit, bah tiens, je vais plutôt, mon livre va être construit sur les grandes questions existentielles que les gens se posent aujourd'hui. C'est pas les questions que je me pose moi, mais c'est les questions du public parce que finalement, c'est eux qui sont le plus important. On est là pour eux. Et donc, j'ai voulu les mettre à l'honneur et compiler en fait 32 questions majeures avec des réponses décontractées, modernes, si tu veux, aux grandes questions existentielles de notre époque. ouais, oui. Un superbe livre que je recommande, hein, vraiment les amis, si vous avez envie de quelque part avoir une forme plus grande ouverture, une plus grande expansion de conscience, je recommande ce livre. Euh, c'est un peu comme une méditation. Quand on le lit, on va à la rencontre de soi, hein. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que, enfin, même je pense que c'est pour ça que tu l'as appelé le chemin, hein. Comment t'as, quelque part, comment t'es venu le titre de ce livre, quelque part, le chemin. Bah, en fait, le chemin, en fait, parce que je m'adresse au chemin de chacun. Mm. Chacun est sur son propre chemin et chaque chemin est unique. Ouais. Et donc, comme le petit poussé a laissé des petites traces, en fait, ce livre se veut aussi comme des, si tu veux, des petites traces de conscience,
des petites traces sur nous-mêmes qui sont posées sur notre chemin et que le lecteur peut recueillir pour mieux avoir conscience de son propre chemin. Et donc, en Hmm. fait, je dis au début du livre, je dis que, comme le dit Rumi dans un poème, la vérité est un miroir brisé et chacun en détient un petit morceau. Et en fait, ce livre, c'est des petits morceaux de ce miroir brisé d'origine, avec des petites vérités qui sont même pas des vérités, en fait, ce sont juste des ouvertures de conscience sur des sujets importants. Et puis le but de ce livre, c'est vraiment juste de permettre au lecteur d'ouvrir son champ de conscience par lui-même. C'est ça qui est important, pour prendre conscience de son propre chemin. Il n'y a rien d'imposé. C'est une discussion autour du feu. J'ai voulu aussi un langage oral, ça a été le plus dur pour moi dans l'écriture. C'est de créer cette proximité avec le lecteur parce que dès qu'on prend le stylo, on a tendance à rentrer dans un langage soutenu parce que c'est ce qu'on a appris à l'école. Et puis là, en fait, j'ai mis du rythme, j'ai mis de la tonalité, j'ai utilisé un langage oral à l'écrit. La plupart de mes lecteurs me disent tous, on a l'impression qu'on est autour d'un feu avec toi et qu'on est en train de discuter de tout ça. Et Ah donc ça, ouais. pour moi, c'est une mission accomplie. Ah oui. Un magnifique livre d'ailleurs. Je crois qu'il est vraiment. Enfin, il y a eu pas mal de ventes hein, d'ailleurs. Je crois que c'est Oui. un best-seller. Hein, donc voilà, c'est pas pour rien. Et puis aussi, en fait, je l'ai voulu comme un tarot. Alors, ce qui est bien, c'est que il y a 32 pensées, si tu veux, au Mhm, début de chaque chapitre. Tu as une pensée, comme là, tu le vois mhm. Oui. à droite, là. Mhm, Et tu peux ouvrir le livre et juste tomber sur une pensée. mhm. Voilà. Et méditer dessus. Par exemple, là, j'ai ouvert, il y a écrit tout est parfaitement et géométriquement orchestré dans l'univers, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Essayez de constater le même phénomène dans l'expression de la vie autour de vous et dans les interactions que vous avez avec le monde des formes. Vous verrez que tout est parfait, même dans l'imperfection apparente. Donc là, il y a une Hmm. belle pensée et on peut s'arrêter juste pour toute la journée et se dire, ben voilà, j'ai ma pensée du jour, j'ai une indication sur mon chemin. Et ce qui est beau, c'est que mes lecteurs et mes sympathisants me disent tous que c'est vraiment un livre de chevet. Ils le gardent à côté d'eux, ils replongent dedans. C'est pas un roman ou on va dire un livre sur un sujet particulier. C'est vraiment un compagnon de chemin. Donc c'est aussi ça un peu la beauté de cet ouvrage. Magnifique. Alors, le chemin, on va parler aussi de ton chemin, Moundir. Alors, toi, t'es un être qui a connu un éveil assez tôt. Parce que déjà, à l'âge de 6 ans, tu étais déjà ouvert et tu te rappelais un petit peu de... C'est comme si dans ton livre, tu te dis, c'est comme si tu avais eu l'impression d'avoir eu une centaine de vies. Tu arrives avec déjà une connaissance élargie de tout un tas de choses. Tu peux nous expliquer un petit peu comment c'est Oui, venu voilà. alors effectivement, très très jeune, j'ai eu cette impression qui était d'ailleurs très pénible, hein. Elle n'était pas évidente à vivre quand tu es un enfant, euh, d'être une âme très ancienne, très vieille. Il y a cette impression qui est aussi pleine de lourdeur, hein. C'est pas quelque chose de plaisant, hein. J'ai eu cette impression de vraiment d'avoir vécu longtemps, très très longtemps, déjà sur Terre, avec beaucoup beaucoup de bagages. Ça d'un côté, et de l'autre, j'ai vécu une forme d'expansion de conscience dans une sorte de rituel méditatif très jeune où ma conscience s'est diffractée en des millions de particules, si tu veux, dans l'espace à l'infini. Et c'est une sensation tellement difficile à décrire parce que c'est quelque chose de... On n'est pas dans la dimension physique. Et elle m'a vraiment marqué. En fait, ça m'a tout de suite propulsé et j'avais cette conscience très profonde de mon âme, de mon être très profond, de cet essentiel qui est à l'intérieur de soi, qui est immuable, qui n'a pas d'âge, qui n'a pas de temps, qui n'a pas de lieu. Et ça a été là, toujours au centre, et si tu veux, un guide dans tout ce que j'ai parcouru par la suite. Et effectivement, il y a une sagesse qui s'est installée très très jeune. Ouais. Et du coup, tu disais que tu avais eu cette impression d'avoir eu voilà, de multiples vies, une centaine, peut-être des milliers de vies. Euh, Est-ce que tu te rappelais de l'avant, du coup, l'avant de venir, et est-ce que tu savais, en fait, comment, à partir de cet âge-là, à 6 ans, tu savais comment t'allais évoluer dans cette vie? Euh, non, j'avais pas de mémoire, hein. J'ai eu des mémoires, mais je peux pas en parler parce que Mhm, ça reste du domaine on va dire, de mon domaine de vie privée. Je mhm, les ai eus par la suite. J'ai eu mhm, quelques réminiscences, quelques mémoires, mhm, sachant que c'est pas un sujet qui me
passionne plus que cela, Mhm. parce que je trouve que c'est un sujet dans lequel beaucoup de gens se perdent Mhm. et on peut vraiment, si tu veux, oublier notre propre chemin Mhm. et aller vers un passé qui est lui-même infini. Et donc, dans l'infini du passé, on se perd aussi. Et sachant que, voilà, tu sais, cette dualité, en fait, on cherche toujours un début et une fin alors qu'il n'existe pas. Et donc Mhm. nos êtres sont infinis comme l'univers est infini. Donc pour moi c'est un débat qui est assez stérile et qui peut nous mener vers un grand égarement. Mais en tout cas, si tu veux, ce qui est important, c'est juste de ressentir qu'il y a un parcours. On vient pas de nulle part. C'est ça qui compte. Moi, j'ai pas eu d'ouverture jeune comme certains. J'ai pas eu de mémoire. Mais par contre, j'avais de l'information. Ouais. C'est comme si à l'intérieur de moi j'avais des réponses, j'avais une conscience de l'univers, de sa Mhm. grandeur, de ses créations, de différentes dimensions. C'est comme une intelligence, tu vois, qui s'ouvre Mhm. et cette conscience que j'ai toujours aujourd'hui, euh, pour moi, elle ne s'exprime pas à travers des images ou c'est plutôt vraiment de l'information profonde. C'est une Mhm. information qui est ancrée en moi. Ouais. C'est quelque chose de très subtil. Mhm. Ça prend pas la forme de son ou d'image ou quelque chose de physique. Ouais. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est de la claire connaissance, si on veut On peut utiliser? dire ça, oui. Ça peut être une façon de résumer. Ok. Et donc à 6 ans, une sorte d'éveil. Voilà, on peut dire ça comme ça, un éveil, une émergence de tout un tas de connaissances, voilà. Du jour au lendemain, Effectivement. voilà, et les choses changent. Et dans ta famille, voilà, tes parents, tes frères et sœurs, comment ça se passe? Est-ce que aussi ils sont tournés vers ça? Et quand ils t'ont vu changer, comment ça s'est passé pour eux? Comment a été l'interaction avec toi? Alors, j'ai eu la chance d'avoir deux parents qui étaient à fond dans la spiritualité, donc c'est un peu aussi, c'est pas une Mhm. incarnation quelque part choisie au hasard, sûrement, Mhm. parce qu'il n'y a pas de hasard dans les processus, si tu veux, de Mhm. choix dans l'univers. Et donc, je suis arrivé dans un écosystème qui m'a permis aussi, si tu veux, de pratiquer très rapidement, d'être dans un bain très particulier. Je suis né dans une forme de confrérie spirituelle. Et du coup, j'étais imprégné de tout ça. Mes frères et sœurs, beaucoup moins. Ils n'étaient pas trop, on va dire, proches ou même se sentaient pas trop concernés. Alors que moi, c'était toute ma vie. C'est-à-dire que Mhm. je voulais dédier ma vie à la spiritualité très jeune. D'ailleurs, c'est drôle, à 9 ans, j'avais écrit un petit manuel que j'exposais à des adultes autour de moi. Je l'avais appelé le manuel du petit guide, du petit maître. Et j'expliquais les états spirituels comme je les voyais à l'époque, moi à l'âge de 9 ans. Mhm. Et j'expliquais ce qu'on appelle dans le soufisme l'ahwal, les hal, les différents états en fait émotionnels, d'émotions supérieures qu'on peut ressentir dans le cœur une fois qu'on est touché par la grâce, qui se manifeste par des cris, par des pleurs ou par certaines sensations. Et j'ai décrit ces états, par exemple. C'était quelque chose que j'arrivais à cerner. Et c'est vrai, j'avais déjà une compréhension et surtout une curiosité qui était, on va dire, insatiable. J'étais en quête permanente. Mon monde commençait après l'école. Puis j'avais la chance d'être entouré déjà par une bibliothèque très riche de mes parents. Mhm. Donc il y avait de tout en partant de l'Atlantide jusqu'à toutes les, si Ouais. tu veux, toutes les traditions spirituelles du monde. Mhm. Donc du coup, j'ai une passion. Ma grande passion, ça a été de comprendre les religions. Ça a été, c'était même une obsession pour moi. Mhm. Très très jeune, je plongeais dans tout ce que je pouvais trouver pour comprendre l'origine des religions. Et je pense à cet âge, si tu veux, attiser le plus ma curiosité, c'est de saisir qu'est-ce qui pouvait toucher le cœur des prophètes. Comment est-ce qu'ils Mhm. arrivaient à cette conscience-là, à cette ouverture, à cette connexion? Et est-ce que cette connexion, elle était la même ou pas? Et ça, tu sais, quand tu grandis dans une certaine tradition, quelle qu'elle soit, où que tu sois dans le monde, jeune, on a tendance à te faire croire que bah, tu es dans la vraie tradition. Tu es sur le Ouais. seul chemin qui existe. Et moi, ça passait pas pour moi. Ouais. C'est une vérité que j'arrivais pas à avaler. Et j'étais persuadé au plus profond de moi-même, j'avais cette claire connaissance que le divin, il était un pour tout le monde, pour tous les êtres humains. Mhm. Mais on ne pouvait pas me l'apprendre à cette époque-là. On me disait l'inverse. Oui. On me Parce que, disait non. ouais, t'es né, on va dire, dans une tradition plutôt Exactement. musulmane, Musulmane, tout à fait. soufi. Et du coup, on voulait te cloisonner. Pour toi, ça résonnait pas à l'intérieur de toi. Non, Pour ça toi, résonnait pas du tout. il n'y avait pas de cloisonnement, il y avait un Dieu pour Non. tout le monde.
Exactement, ça résonnait Mhm. pas et donc du coup, mes recherches, donc si tu veux, j'ai plongé dans mes recherches pour mieux comprendre. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce qui avait touché Moïse, comment avait vécu Jésus, pourquoi Bouddha, pourquoi ces religions, quel message elles sont venues véhiculer, comment elles ont touché les gens. Et je suis rentré en fait dans toutes ces subtilités. Si tu veux, une des conclusions importantes à laquelle je suis arrivé assez jeune, c'est qu'en fait chaque prophète a dû adapter son langage qui était lié à son climat socio-culturel, géographique et météorologique. Mhm. Donc un prophète qui est arrivé dans un désert, c'est pas la même chose qu'un prophète qui est arrivé en forêt équatoriale. Il n'avait pas le Mhm. même public en face de lui. Il n'avait pas les Ouais. mêmes faces. Tu vois, chaque prophète, parce que c'était des êtres hautement intelligents, a dû aussi adapter son langage pour Ouais. toucher les personnes autour de lui. Ouais. Mais l'inspiration dans le cœur, elle est la même. C'est les mêmes Mhm. cœurs. Quel que Le soit même le cœur. cœur de l'être humain, là où il est, c'est le même cœur, c'est la même vibration. Mhm. Une fois que je suis arrivé à cette conclusion, et ça c'était plutôt plus tard, à mes 18 ans, j'ai eu une épiphanie assez importante et je suis arrivé à cette conclusion, mais profondément dans mes cellules. Et là, tous mes conflits se sont résolus. Parce que si tu veux, je vivais des conflits à l'intérieur de moi, des espèces de guerres intestinales, tu sais, Mhm. où elle se trouve la vérité. Est-ce qu'elle Ouais. est, comment ça se fait? Elle peut être que dans l'islam ou elle peut être que ici ou que là, tu vois, et comment, Mhm. et ça me travaille au plus profond de moi-même. Et une fois que je suis arrivé à cette conclusion quelque part, mais c'est même pas une conclusion intellectuelle, c'est une sorte d'ouverture, tu sais, Mhm. c'est quelque chose qui s'est intégré, que mes cellules ont intégré, ben ça a été une libération totale pour moi. Ça y est, Mhm. j'avais plus de conflit. La fin de la lutte, quelque La fin de part. la lutte, Ouais. exactement. C'est vraiment. Bah, c'est ce dont tu parles aussi dans ton livre. euh, Ce lâcher prise, cette, Complètement. ce, se tendre vers l'inactivité, mais on comprend qu'il y a toujours une activité. Est-ce que d'ailleurs, pour tout de suite aller dans le vif du sujet, est-ce que tu voudrais bien nous parler de ça? Parce que dans ce livre, tu nous parles, là tu nous as parlé à travers ton parcours vers cette compréhension qu'il n'y a que le un, en fait, il n'y a pas de distinction entre quoi que ce soit. Il y a en fait bah, ce chemin vers le déconditionnement, quelque part. Donc, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de tout ça et voilà, de ce conditionnement que chacun a et puis et ce chemin vers ce lâcher prise quelque part pour pouvoir être dans ce flow, quoi. Alors c'est drôle, tu sais, quand tu vois Hmm. la vie d'un être humain, bien sûr, quand tout se passe bien, parce que aujourd'hui ça se passe plutôt mal que bien pour la plupart, mais Hmm. quand tout se passe bien, le bébé il arrive et il est, on va dire, plutôt une conscience pure. Et moi j'adore les enfants, je suis plus proche des enfants que les adultes. D'ailleurs on me le reproche souvent quand j'arrive dans des assemblées où il y a beaucoup, on va dire, d'êtres humains et qu'il y a des enfants, je vais plutôt jouer avec les enfants que parler avec les adultes. Parce qu'on connecte tout de suite. Il Ouais. y a pas de barrière. Il n'y a pas de qui tu es, d'où tu Hmm. viens. Il y a juste, tiens, tu joues et tu Hmm. donnes et tu rentres dans Hmm. une vraie communion. Tu vois, Hmm. l'enfant, il n'a pas de barrière. Hmm. Quand il est encore dans sa conscience pure, Hmm. la conscience de lui-même, de son ego, elle est pas vraiment là. Il y a juste l'observation, la contemplation de la vie. Et donc, et surtout le bébé, quand tu l'observes jusqu'à 3 mois, il y a vraiment une énergie divine pure qui est posée. Là, c'est presque des petits Bouddhas, quoi. C'est impressionnant. Ouais, je veux dire, tiens, si on prend le temps, bien sûr, parce que la plupart de nous, on prend pas le temps d'observer ces phénomènes-là. Et puis, la conscience, elle commence à être conditionnée. Bah, très vite, bah, que les parents, bah, déjà, ils donnent un prénom. Donc, le bébé, il commence à entendre son prénom. Bah, il se dit, tu vois, il y a une espèce d'image de lui-même, une sensation de lui-même qui se crée jusqu'à être dans le miroir. Bah, au début, l'enfant, il sait pas que c'est lui en Hmm. face du miroir. Il a aucune conscience du miroir. Il n'a même pas une conscience de son être, tu vois. Bien sûr. Et puis, donc, cette conscience, elle se crée. Et donc, on rentre dans ce que j'appelle dans le livre les premiers nœuds. C'est le sac de nœuds qui s'installe. La personnalité se crée avec toutes ses facettes. Et donc, ces facettes, bah, c'est le climat socio-culturel, c'est la religion d'éducation, c'est les peurs des parents, c'est le climat social, l'influence des proches, les premiers, si tu veux, feuilletons, dessins animés que tu regardes. Bon, c'est tout un tas de trucs qui vont commencer à renforcer ce que tu vas appeler moi, je. Hein. Et c'est cet ego, cette personnalité qui se crée. Et puis ça commence à devenir de plus en plus dense.
Et puis à 9 ans, ça se cristallise. C'est bon, ça devient bien solide. Et là, si tu veux, il y a tout ce sac de nœuds qui devient, on va dire, solide, bien réel, sur lequel toute ta vie se construit. Et puis, quand le processus se passe plutôt bien, quand il n'y a pas vraiment, on va dire, un travail spirituel derrière, ben, quand la personne arrive à un certain âge, souvent on se rend compte, et plutôt dans les villages et en dehors des villes, parce qu'aujourd'hui c'est l'inverse, ben, les personnes âgées redeviennent des enfants, sans le vouloir. Ils reviennent à cette âme d'enfant, et souvent on dit, dans les vieilles traditions, ben, on voit que l'être avant de mourir, c'est comme s'il redevenait un bébé. Tu vois, Ouais, il ouais. faisait la boucle inverse. Il y a Mhm, un déconditionnement avant la mort. Ça, c'est quand mhm, le cycle est naturel, hein, quand tout se mhm. passe bien. Aujourd'hui, dans la civilisation moderne, on a cassé un peu, si tu veux, ces cycles naturels, et plutôt d'avoir, on va dire, une fin de vie où on redevient un enfant. C'est plutôt des fins de vie, on va dire, qui vont vers la dégénérescence, hein, où il y a une perte, si tu veux, des fonctions cognitives, une grande souffrance, et il n'y a plus cette, si tu veux, cette courbe naturelle Mhm. qui se crée. Alors, ce qui est intéressant quand tu entreprends un travail spirituel et que tu es dans cette conscience-là, jeune, et que tu comprends que ce sac de nœuds, ben, c'est pas toi, c'est Mhm. juste une création. Mhm. Et c'est pour ça que j'aime bien utiliser le mot sac de nœuds. Ben, qu'est-ce que fait un enfant quand tu lui donnes un nœud? Ben, il essaie juste de dénouer. Mhm. Et puis, c'est ce travail de détricotage de ta propre identité Mhm. que tu peux commencer à amorcer. Et puis quand tu commences à travailler, à détricoter un premier nœud, bah, tu vois le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, puis le cinquième. Et puis petit à petit, tu commences à réduire, 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 réduire. Mais pour cela, il faut avoir la foi et la conviction profonde que tu n'existes pas, que ton Mhm. identité est une illusion, que c'est une pure création de l'interaction de tes cinq sens depuis ton enfance. Mhm. Et ça, c'est pas évident. Il y a personne qui veut rentrer là-dedans. Il y a personne qui ne veut pas exister. Il y a très peu de gens qui veulent accepter que tout ce qu'ils pensaient être eux n'existe pas réellement. Et que cette Ouais. vraie identité profonde, en fait, l'identité profonde de ton être, elle est autre chose. Elle est quelque chose qui est éternel, qui est Mhm. immuable, qui est en dehors du temps, de l'espace, des couleurs, des imprégnations, euh, en dehors de tout ce que tu pouvais penser. Et c'est Ouais. là où le vrai travail spirituel il commence. Et quand tu peux entreprendre ce travail avec confiance et conscience, c'est là où ça devient super intéressant. Et c'est là où, si tu veux, le cheminant, l'aspirant à la spiritualité, il commence un réel travail, tu vois, un réel travail sur soi pour Mhm. arriver à se lâcher prise. Parce que pour arriver à se lâcher prise, il faut lâcher sur tout ça. Il Ouais. faut accepter d'abandonner ton identité. Parce que finalement, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Est-ce que c'est de rester attaché à son petit sac de nœuds? Alors vulgairement, je dis en stage sac de merde parce que ça touche plus de gens. Est-ce que tu as envie de rester attaché, voilà, à ça? Ou tu as envie de t'ouvrir à un océan infini d'énergie et Mhm. éternel, si tu veux, de lumière, dans lequel tu es naturellement, si tu veux, imprégné, tu Mhm. baignes dedans naturellement. C'est ce que nous sommes, véritablement. C'est notre essence. Ouais. Alors toi, tu as eu tout un parcours voilà, d'autodidacte. Tu as appris tout un tas de choses par toi-même, même si tu as été initié, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand même très jeune à la méditation et tout un tas de pratiques, hein. Tu as quand même après été à la rencontre de tout un tas d'enseignants dans le bouddhisme, peut-être. T'as été, je sais, tu as été au Tibet, tu as été en Inde, tu as été en Thaïlande, au Laos, tu as appris Ouais. l'astrophysique, tu as appris t'as appris même des langues anciennes, hein, l'araméen, le sanskrit, donc tu t'es formé à tout un tas de choses. Ça t'a permis d'avoir une vision un peu plus grande des choses. Ça t'a permis, avec tes pratiques et avec ces connaissances, de pouvoir Hmm. arriver à cette déconstruction. Mais donc tu l'as dit, à 18 ans, il y a eu une nouvelle épiphanie. Est-ce que tu dirais qu'à l'âge de 18 ans, tu étais totalement déconditionné? Non, non, je le suis toujours pas, Ouais. heureusement d'ailleurs. Parce que si je l'étais, je serais pas là en face de vous. Donc heureusement, on l'est jamais. Plus on Mhm. tend vers le déconditionnement, la libération, plus on se rend compte que le chemin est long. Mhm. C'est Voilà. ça la conscience. Et heureusement, parce que sinon, la vie n'existerait pas. Tant qu'il y a des choses à faire, c'est que la vie, elle existe. C'est qu'il y a encore du travail à faire, il y a encore du chemin sur lequel avancer. Et c'est ça qui est beau. Donc le déconditionnement total, il n'existe pas, c'est un leurre. Mhm. On avance sur le chemin de ce déconditionnement
Et à chaque fois qu'on ouvre une porte, bah, l'autre porte, elle est encore plus loin. Et c'est ça qui est beau. C'est Hmm. ça la magie et la poésie, hein, de la vie. Maintenant, pour revenir, si tu veux, à une forme holistique de la connaissance, c'est que dans les temps anciens, et notamment vers chez moi, hein, dans le Moyen-Orient et dans la culture arabo-musulmane, pendant très longtemps, ce qu'on appelait un homme de science, un alim, c'était quelqu'un qui avait des connaissances sur dans toutes les sciences qui étaient importantes. Donc, il était essentiel pour un homme de science d'être poète, ce qui paraît Hmm. bizarre. Pourquoi la poésie? Hmm. Ben oui, la poésie, elle est importante pour aborder la science. Parce que aborder la science avec la poésie, c'est très différent que d'aborder la science avec un esprit étriqué. On voit les choses différemment. Donc, Ouais. un homme de science se devait être poète, philosophe, Hmm. et après scientifique, Ah oui. artiste, et avoir une culture scientifique très diversifiée. Avoir une culture de l'astronomie, elle a toujours été essentielle dans le monde arabo-musulman. Avoir une connaissance de la biologie, de l'histoire. Donc, on voit que la science, si tu veux, si on n'a pas une compréhension holistique du monde, on a du mal à l'appréhender. Et le problème de la civilisation moderne, c'est qu'on a développé des hyper spécialistes de chaque matière, de chaque secteur. Et même dans la science, ben, on va nous pousser sur de hyper spécialisation jusqu'à devenir, si tu veux, spécialiste que de telle sous-catégorie de telle, si tu veux, science. Et là est le grand problème. Parce Ouais. qu'on a très peu de monde aujourd'hui qui a assez de recul pour avoir une vue holistique du monde et une vue holistique de l'être humain. Donc moi, j'ai plutôt toujours été adepte de la vue globale plutôt que de l'hyperspécialisation. Et du coup, pour ça, on n'a pas besoin d'être formé. C'est juste de la curiosité, c'est juste de s'intéresser aux choses. C'est aussi simple que ça. Ouais. Donc, le jeune Moundir curieux, autodidacte, qui s'ouvre finalement à tout un tas de choses, qui est sur le chemin, comme nous tous. Et à l'âge de 18 ans, donc tu dis voilà, une épiphanie, et puis à ce moment-là, tu as aussi une volonté de quelque part d'œuvrer pour le monde, d'œuvrer pour la condition humaine, et c'est là que bah, tu commences à entreprendre. Tout à D'ailleurs, fait. je le disais au début, tu es aussi, bon, aussi entrepreneur, hein, tu es à la tête d'un groupe d'entreprises qui sont tournées vers le développement durable, hein, notamment Tout à fait. voilà, l'hydrogène vert pour le continent africain. Donc, à l'âge de 18 ans, tu commences à entreprendre. Est-ce que tu voudrais bien nous expliquer un petit peu cet élan qui t'a poussé vers Bien ça? sûr. Ouais. Alors c'est drôle parce qu'à cet âge-là, en fait, j'avais deux choix en face de moi. J'avais on va dire, une volonté très forte de juste m'isoler, devenir moine. Et Ah ouais. donc, et j'ai failli le devenir. J'étais à deux doigts de basculer vers ce côté-là. Et je me disais, bah franchement, il y a rien à faire, hein. Le monde, il est perdu. Tout ça, c'est de l'illusion. Euh, Finalement, peut-être que il aurait été plus intéressant juste de se consacrer à la méditation, à l'introspection et à se libérer de tout ça. Et puis il y avait une autre partie de moi aussi qui me disait, ben non, ben tu es là pour quelque chose quand même, il faut œuvrer. Sinon, pourquoi est-ce que tu es venu t'incarner sur Terre? Donc, heureusement ou pas, je sais pas, parce que ça je saurais jamais. J'ai pris l'autre chemin, plutôt d'entreprendre, et donc je suis rentré très rapidement vivre vraiment à 100% dans le sujet, et j'ai monté plusieurs entreprises et j'ai essayé d'œuvrer comme je pouvais, parce que avec l'âge on change de projet aussi, de vision, et si tu veux d'objectifs. Mais donc j'ai eu beaucoup de projets entrepreneuriaux différents, avec le développement durable toujours comme on va dire vecteur commun, essayer d'amener, si tu veux, à travers des projets entrepreneuriales, des solutions pour un monde plus durable, un monde meilleur pour la communauté de façon générale. Et comme je suis en Afrique et que j'habite en Afrique, ben, naturellement, je me suis penché plutôt vers les problématiques, si tu veux, du continent africain. Ouais. Le Maroc précisément. Et d'ailleurs, donc ouais, le groupement d'entreprises, d'ailleurs, Gaïa Énergie, hein, un petit clin d'œil, hein, on a ça en commun. Exactement, c'est Le drôle. nom Gaïa. Donc, Exactement. je pense que tu avais vraiment bah ouais, cette volonté d'aider à grande échelle. Tu t'es dit, ben moi, je ressens une puissance à l'intérieur de moi, enfin quelque chose qui te motive, un élan de partager, de Mhm. pouvoir ouais, aider. Donc, ouais, Tout à c'est fait. puissant quand même à l'âge de 18 ans. Parce que tu m'as dit aussi que oui, t'as pas poursuivi des études Non, supérieures. Tu non, t'es non, dit tout de suite, non, non. je me lance, quoi.
Oui, je me suis formé Mm. à tous les métiers. J'ai eu Ouais. différents métiers. J'étais considéré aussi comme, et je le suis toujours, comme un spécialiste dans les différents secteurs dans lesquels j'ai entrepris. Et tout ça, ben, c'est la curiosité, c'est la volonté de faire. Mm. Quand tu as la volonté, tu te formes toi-même, tu apprends, et c'est en tombant, c'est en commettant des erreurs et en tombant qu'on apprend le plus vite. Beaucoup Mm. plus vite qu'à l'école. Donc c'est sur le terrain que les choses se passent. C'est Ouais. pas dans la théorie, c'est dans la pratique qu'on apprend rapidement. Mm. Et moi, j'étais plutôt adepte de la pratique plutôt que juste de la théorie. Bien sûr, avec de la théorie autour, Mm. mais en ayant la pratique comme tronc commun. Et j'ai pu avancer assez rapidement. Et pour venir, si tu veux, aux valeurs, parce que je pense que c'est un sujet qui va intéresser nos auditeurs. Moi, ce qui me turlupinait aussi jeune, c'est comment être dans un échange le plus pur possible avec la matière, tu vois. C'est en échange de ton effort, être rémunéré. Donc la rémunération, c'est l'argent, parce que c'est un échange d'énergie. Donc tu fais quelque chose, tu reçois quelque chose en échange. Et c'est vrai quand on est on a une certaine conscience du monde, on essaie de tendre vers l'échange le plus pur possible, où tu vas faire le moins de dommages, tu vois. Je prends le cas extrême, si tu travailles pour une marque de cigarettes dont je ne citerai pas de nom, ben on va dire que tu vas fournir ton temps sans aucun jugement, c'est juste pour donner un exemple aux auditeurs. Euh, tu vas fournir, si tu veux, un effort, tu vas échanger ton temps et ce temps-là, il va être traduit par certaines actions qui vont, in fine, peut-être faire beaucoup de mal aux gens. Mm. Donc c'est un échange, on va dire, dans ce qui se fait, ou si tu veux, ou dans l'industrie de l'armement, par exemple. Mm. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui travaillent dans ces industries, ils sont mauvais, pas du tout. Je parle juste en Mm. termes d'échange énergétique. Bien sûr. Et assez jeune, un jour, j'ai rencontré un vieux monsieur à Marrakech, et c'était un porteur d'eau. Tu sais, chez nous, et ça n'existe plus d'ailleurs, on n'en voit plus aujourd'hui, mais pendant très longtemps, on avait des espèces de personnes assez folkloriques, avec des déguisements tout en rouge, avec des grands chapeaux, une espèce de gourde, si tu veux, en peau de vache à Mm. l'ancienne, et qui avait des bols en cuivre, et qui te proposaient de l'eau dans la rue. Mm. Et en fait, il se trouve que si tu veux, ces personnages étaient affiliés à une confrérie soufie, historiquement. Et ils apprenaient le don d'eux-mêmes à offrir de l'eau dans la rue pour travailler sur leur propre cœur et sur leur propre, si tu veux, échange avec la matière. Donc c'était un bel enseignement à la base. Et je rencontre ce vieux monsieur et je vois dans ses yeux un amour inconditionnel extraordinaire. Il me tend de l'eau et je lui dis en arabe, je lui dis mais pourquoi est-ce que tu fais ce métier-là? Et il me regarde, il me dit c'est la plus belle façon et la façon la plus pure que j'ai trouvée pour échanger mon énergie avec la matière et pour recevoir de l'argent de la façon la plus pure possible. Et ça m'a Mm. vachement marqué cette rencontre. Et je me suis dit, cette personne, en fait, elle a choisi, tu vois, de vivre et de survivre en échangeant de l'eau contre de l'argent, qu'elle servait aux gens. Tu vois, Mm. c'est important Ouais. comme rencontre et comme histoire. Et du coup, moi, mon questionnement, c'était bah, comment je peux aussi échanger mon temps, tu vois, et donner mon temps de la façon la plus pure, parce qu'elle n'est jamais pure à 100%. Mm. Même moi, dans mon métier, on est dans le développement durable, mais malgré tout, que tu installes des panneaux solaires ou des éoliennes, ça a un impact écologique. Il n'y a rien qui est parfait dans la matière. Atteindre cette action parfaite où tu vas vraiment avoir zéro impact, ça n'existe pas réellement. Ouais. Le simple fait de respirer, tu as un impact sur ton environnement. Mm. Donc, mais après, on va chercher à tendre vers un métier, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, Ouais. qui fait le plus de sens, si tu veux, avec nos valeurs Mm. et dans l'échange qu'on a, si tu veux, avec la matière. Ouais, c'est toujours, je dirais, cette quête de l'alchimiste, quelque part. Parce Tout que à fait. même fournir... toi, c'est marrant parce que à travers, t'as l'enseignement spirituel d'un côté, où quelque part, c'est enlever les voiles pour revenir à soi, profondément, comme la transmutation alchimique. Et puis de l'autre côté, bah, il y a le côté entrepreneurial, où aussi c'est fournir de l'énergie propre. Donc ces Exactement. deux côtés, il y a quelque Tout à part fait. devenir de plus en plus propre, transparent quelque part. Exactement. Alors Mm. souvent, il y a des personnes, parce que c'est vrai que pour beaucoup de personnes, on me connaît plus.
sous, si tu veux, le costume du guide spirituel ou de l'enseignant, souvent que l'entrepreneur, parce qu'il y a plus de visibilité. Donc souvent, les gens ne comprennent pas trop. Et pour résumer, je leur dis, écoutez, moi, je travaille sur l'énergie externe et l'énergie interne. Mais ça reste de l'énergie. C'est, Ouais, c'est une énergie qui se matérialise différemment. ouais, exactement. Donc ouais, c'est fort en tout cas. Hem, Tu disais tout à l'heure que, tu avais cette volonté, en tout cas cette inspiration à un moment donné de quelque part quitter ce monde, matériel et d'aller, peut-être dans un temple, dans une grotte même, aller, méditer ou devenir moine, finalement, t'extraire de ce monde Tout matériel. à fait. Aujourd'hui, tu as eu tout un tas de, bah, de compréhension et c'est vraiment pas ce que tu recommandes. Toi, qu'est-ce que Non, enfin, moi, tu as eu ce voilà. tout ce que je recommande, c'est l'art de l'équilibre. Mmh. C'est le plus beau des arts. Et cela, l'art de l'équilibre sur tous les versants de votre vie. Tous. Donc l'équilibre, quand on parle d'isolement, ben, on a besoin de s'isoler un petit peu, mais pas trop. Parce que si on s'isole trop, on s'enferme. Par contre, si on s'isole pas du tout, on va jamais revenir à soi. On va jamais faire le point. On va jamais rentrer dans l'introspection de nous-mêmes et de nos schémas. Tout est une question d'équilibre. Donc l'isolement, il est nécessaire à un moment pour mieux revenir en société, mieux interagir, mieux comprendre ses relations, qu'est-ce que l'univers me reflète sur moi-même. Comment j'interagis avec les autres, parce que les autres sont une richesse. On ne peut pas avancer sans les autres. C'est une illusion de croire qu'on peut avancer seul. C'est de la suffisance. C'est une des formes les plus subtiles de l'ego, de croire qu'on est suffisant à nous-mêmes. C'est complètement faux. On a tous besoin d'aide. Moi, le premier, je demande de l'aide. J'aide les gens, mais je me fais aider aussi. Mmh. C'est faux de croire qu'on n'a pas besoin d'aide, qu'on n'a pas besoin du soutien des autres. On est des êtres sociaux, mais on a besoin aussi de moments d'introspection, de retour à soi. On a même quelquefois peut-être de s'extraire un petit peu, mais s'extraire pour mieux revenir, pour mieux se Mmh. mettre au service de la société. Oui. Et cet art de l'équilibre, ben finalement, c'est le plus beau des arts. On doit trouver l'équilibre dans tout. La façon dont on s'alimente, la façon dont on parle, dans notre travail, dans tout. Et c'est la plus belle quête, c'est de trouver cet équilibre dans toutes les choses. Et comme tu le dis, le challenge, quelque part aujourd'hui dans notre quotidien, c'est de trouver l'équilibre dans le déséquilibre. Donc, Ah c'est oui, de vivre la complètement. spiritualité ici et maintenant et pas de fuir quelque part. Parce que Bah, c'est moi je pense que le voilà, il y a de la challenge. beauté, il y a et un apprentissage partout où on est. Ah, complètement. Bah, tu Voilà. sais, rester Mmh. équilibré, stable et dans un esprit Mmh. de conscience, dans un monde complètement déséquilibré, c'est un sacré exploit. C'est beaucoup plus difficile que d'atteindre ce même état en étant seul dans une grotte, Mmh. clairement. Ouais. Et c'est un beau challenge quelque part. On est tous là pour ça. On est venu pour ça, s'incarner dans ce moment très particulier de l'histoire Mmh. sur Terre. On est venu à ce moment particulier parce que on peut bénéficier, si tu veux, d'un moment de catalyse de la conscience qui est juste phénoménal. C'est Mmh. une sorte d'accélération qui est incroyable qu'on est en train de vivre. Et du coup, c'est une opportunité. C'est une opportunité divine déguisée de croître spirituellement à la vitesse grand V. Mmh. Donc voilà, vivre, essayer quelque part de voilà, de prendre un moment de silence, peut-être de se mettre dans un moment de calme, mais aussi revenir, dans cette société, parce que quelque part, c'est là où on apprend. Comme tu le dis, quand on te pose Ah, la tout à question fait. de, Moundir: «Est-ce que tu as un maître?» Ce que tu réponds, c'est: «Mon vrai maître, c'est mon environnement». Ah oui, ben, c'est pas que le mien, c'est Ouais, notre maître à tous. c'est ça. Et l'environnement, et Oui. l'environnement, c'est d'abord toutes les choses qui nous titillent. D'abord, Mmh. c'est Ouais. pas les choses qui nous arrangent. Les choses qui nous arrangent, elles nous apprennent moins. C'est les choses Mmh. qui nous titillent. Mmh. C'est le patron qui nous oppresse. Ces relations familiales qu'on ne sait pas gérer, qui nous réveillent, qui nous rappellent à nos blessures. Ce sont ces amis qui nous bousculent. Ce sont ces amours inattendus qui nous réveillent. C'est ça qui nous apprend. C'est ça qui nous enseigne. Mmh. Alors donc oui, un environnement qui nous enseigne, mais tu pratiques aussi, donc la méditation. Donc voilà, tu es chef d'entreprise, donc j'imagine que tu dois être, voilà, quand même pas mal, occupé. Donc Ah la oui, tout à fait. méditation, tu pratiques la méditation, j'imagine, de façon régulière?
comment est-ce que tu pourrais donner des conseils à toutes les personnes qui nous regardent, toutes les personnes qui disent voilà, j'arrive pas à méditer, comment faire pour méditer? Est-ce que tu aurais des conseils? Oui, eh ben, effectivement, bah, en fait, c'est quand même un sujet central que j'aborde dans mes retraites et j'enseigne la méditation. Je l'explique d'abord parce que je trouve qu'il est très important de lever le voile de l'ignorance sur ces sujets-là et nous sommes ignorants de comment notre mental fonctionne. C'est notre plus grand problème. C'est que le mental, il a des modes et un modèle opératoire très précis et comme on n'amène aucune conscience sur ces modes opératoires, on se perd dans la mentalgie et dans le mouvement du mental. Et c'est ça qui crée le plus de souffrance chez l'être humain. Donc c'est d'abord comprendre comment ça fonctionne. Bon, là, ça serait le sujet d'une conférence de 2 heures, mais pour résumer, en gros, il y a des processus simples à repérer. C'est d'abord de voir que le mental, il oscille toujours entre le passé et le futur. Il veut jamais être dans le moment présent. Et dès que vous essayez d'amener votre conscience sur le moment présent, le mental, il vous amène ou vers le passé ou vers le futur. Et toujours avec un mouvement oscillatoire digressif. Il n'y a jamais d'ordre. Ça va de qu'est-ce que je vais faire demain à oh là là, l'autre il m'a mal parlé, à quand j'étais petite il m'est arrivé ça, et ça digresse, sans aucune logique. Ça, c'est le mouvement du mental. Une fois qu'on a compris comment il bouge, ben, on peut mieux l'observer et on peut mieux s'en détacher. Parce que la deuxième vérité qui est très difficile à avaler, c'est que depuis qu'on est enfant, on nous a appris à nous identifier à notre mental. Le Mhm. fameux cogito cartésien, Mhm. je pense donc je suis. Et donc aujourd'hui, cette vérité erronée, elle est un des ciments de notre civilisation moderne. On grandit dans cette croyance terrible que nous sommes notre mental. Et donc, Mhm. là où va le mental, je vais suivre et Ouais. je m'identifie. Et donc déjà, observer son mouvement, ça permet de créer si tu veux, une première étape de désidentification avec le mental. De dire, effectivement, le mental est une partie de moi, mais je suis beaucoup plus que mon mental. Je suis plein Mhm. d'autres choses. Bah, d'abord, je suis un corps physique, ça c'est facile. Donc, on peut méditer et juste revenir sur le mouvement de son abdomen ou sur son pouce et on va se rendre compte qu'il n'y a pas de mental là-dedans. Il y a juste un corps physique. On peut se connecter à ses émotions, à son cœur, à ses corps spirituels. On va se rendre compte qu'on est beaucoup d'autres choses. Mais ça demande déjà si tu veux, cette conscience de la désidentification. C'est pas parce que mon mental m'amène vers des peurs que je suis cette peur. Non. C'est comme un film. Alors, pour donner l'exemple de la télévision, en fait, le mental, c'est comme si on avait la tête dans un écran LED 42 pouces, mais le nez dedans. Voilà, on voit plus que ça. On est dans l'image, dans le son, il n'y a plus rien. Ben, le travail de méditation, c'est juste accepter de faire un pas en arrière et de dire, c'est qu'une télé. Il y a des images, il y a du son, mais ce sont que des images et que du son. Mais il y a autre chose autour, il y a une pièce. Est-ce que je Mhm. peux me focaliser sur cette pièce-là? Tout en gardant le background du son et de l'image. Ça ne veut pas dire qu'elles disparaissent, mais elles s'atténuent. Ouais. Elles disparaissent jamais. Tant qu'on est vivant, le mental y bouge. On le Mhm. mesure dans le cerveau aujourd'hui, en neurosciences, on le sait. On peut descendre dans, si tu veux, les modalités et les fréquences générées dans le cerveau, jusqu'à arriver à l'état du sommeil profond qui est le plus bas, hein, delta, où on est vraiment avec le pouls qui bat au plus bas et dans un état de détente ultime, extrême, tu vois. Malgré cela, il y a toujours des fréquences, il y a toujours des pensées, mais elles sont juste plus lentes. Donc Mhm. elles disparaissent jamais. C'est juste quelle importance tu leur donnes. Ouais. Et d'abord, si tu amènes pas de la connaissance là-dessus, c'est très très dur de commencer à méditer, parce que le méditant, il commence tout de suite, et le premier discours, ah ben si j'y arrive jamais, dès que je Ouais. m'assois, c'est la catastrophe, il y a toutes mes peurs qui ressortent, si tu veux, j'appelle ça c'est les poubelles mentales, voilà, c'est un vomissement, c'est un vomissement de plein de choses dégueulasses, et en fait, ces personnes-là, elles se rendent compte, c'est juste qu'elles se rendent compte que ça se passe comme ça tout le temps, c'est juste qu'au moment où tu t'arrêtes, ben, c'est juste que tu as plus conscience de ce qui se passe. Mais ce Mhm. vomissement de la pensée, ces poubelles mentales, elles sont tout le temps là. Mhm. Et le fait de s'arrêter, de méditer, de les observer, c'est juste en prendre conscience. Ouais. Et là, il faut avoir la foi et la patience de dire, bah, comme n'importe quoi, si je suis pollué, bah, il faut le temps du vomissement. Il faut le temps que Eh ça oui. se recycle. Il faut le temps de laisser évacuer
toutes ces pensées parasites, ces poubelles mentales, pour arriver à un moment où ça se détend un peu plus, où on atteint une certaine paix. Et puis quand j'aide les personnes avec mes instruments, tu vois, ma voix, etc., Mhm. ça va beaucoup plus vite, bien sûr, parce qu'il y a un accompagnement. Et j'ai vraiment, sur des centaines et des centaines de personnes, même dans des grands groupes, j'arrive à un taux de réussite qui est hallucinant. Presque tout le monde arrive à méditer pour la première fois et souvent ce sont que des novices de la Ouais, méditation quand il y a un accompagnant. Ça veut dire que c'est possible. On c'est peut tous y possible. arriver tout de suite. C'est ça qui est important. Ah, le message de Moundir, c'est possible. Alors Moundir, tu nous as montré tes gongs derrière toi. Je Tout le à disais fait. au début, tu es enseignant spirituel, entrepreneur, mais tu es aussi sonothérapeute, hein, aussi autodidacte, hein, auteur, compositeur, chanteur, et tu as des gongs derrière toi. Tu vas nous faire une petite Exactement. expérience avec les gongs. Est-ce que tu Tout voudrais à bien nous fait. en dire quelques mots? Alors en fait, moi je suis un passionné du son depuis très jeune. Donc comme tu as dit, j'ai touché à toute forme de musique. J'ai été compositeur de musique électronique très jeune. Je fais de la musique pour la méditation. Je compose des musiques orientales. Je touche vraiment un peu à tout. Des instruments à cordes, des percussions. J'ai beaucoup d'instruments en sonothérapie aussi. Et puis ma dernière découverte, ce sont ces gongs planétaires que j'utilise parce que tout simplement j'ai des résultats en thérapie, en groupe, quand je fais mes retraites. C'est vraiment assez phénoménal ce qui se passe. En quelques minutes, les personnes rentrent vraiment dans des états de méditation et de voyage intérieur très profonds sans aucune préparation, ça se passe tout seul. Le son, la vibration fait si tu veux, le nécessaire pour réharmoniser les corps. C'est de la géométrie sonore, on va dire harmonieuse, qui est dégagée et qui permet euh, au corps des personnes qui reçoivent de s'harmoniser assez rapidement et de créer un état propice à la détente, à la relaxation profonde et au voyage. Et du coup, ça reste, si tu veux, le son, pour moi, est central dans mes enseignements. Je fais pas de la sonothérapie en tant que sonothérapeute en séance. J'utilise le son durant mes retraites à travers les sons les plus, on va dire, profonds, comme les gongs. Je chante. Hmm. J'utilise des langues anciennes, comme le sanskrit, l'araméen, l'arabe, l'hébreu, et beaucoup de langues anciennes que j'utilise avec des vibrations sonores qui accompagnent. J'accompagne à travers ma voix, avec des méditations guidées, et puis aussi à travers la danse, à travers le rythme, à travers beaucoup, si tu veux, de fréquences sonores différentes. Et finalement, ben, mes retraites sont rythmées par du son. J'utilise Hmm. le son pour, si tu veux, euh, accompagner mes élèves à justement faire péter les verrous. Moi, je dis souvent, c'est comme une noix de coco. Tu sais, tu Ouais. essaies de donner plusieurs coups autour Hmm. pour que ça s'ouvre, en fait, pour Ouais. que mes élèves puissent rentrer dans une perception plus profonde d'eux-mêmes, mais par Hmm. eux-mêmes. Le son et mon enseignement est juste là pour accompagner ce travail-là. Magnifique, magnifique. Merci Moundir pour cette introduction. Alors on va te laisser te mettre en place pour cette petite expérience avec les gongs. Alors on va y faire une méditation de quelques minutes pour clôturer cet magnifique échange avec Stéphane et ce voyage dans la conscience et de chacun. Donc, je vous propose de fermer les yeux et de rentrer en résonance avec votre cœur. De ressentir la main droite sur le cœur, sa vibration. De ressentir son pouls, son rythme, sa fréquence, son énergie. Vous pouvez ressentir certaines formes de picotement, certaines formes d'énergie qui circulent entre la paume de votre main et votre cœur. C'est une façon aussi de se connecter au cœur de Gaïa, au cœur de notre planète.
qui, à notre image aussi, a un cœur bien plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer. Chaque conscience dans l'univers a un cœur qui bat sur un rythme. Imaginez que vous rentrez dans ce concert infini, éternel, ce rythme cosmique. De tous les cœurs, de tous les astres dans l'univers qui vibrent. Nous faisons partie de cet orchestre, cette symphonie cosmique. C'est le rythme de la vie, le pouls de la vie. Comme il est dit dans des très anciens textes, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Notre cœur résonne avec tous les cœurs de la création et le cœur de la création même, qui est le cœur divin, le un, immuable, éternel. À travers cette connexion avec le cœur, nous avons la capacité de nous connecter avec le cœur de toute la création. Imaginez votre propre cœur qui s'abandonne, s'évanouit dans le cœur cosmique de la création, dans le un éternel, comme une goutte d'eau qui rejoint l'océan. Vous rejoignez votre essence première, vous devenez ce un immuable, dépourvu de toute identité.
Vous pouvez doucement ouvrir les yeux. D'abord, reprendre conscience du souffle, du mouvement de l'abdomen. À l'inspire, le ventre se gonfle. Et à l'expire, il se dégonfle. On revient doucement vers le corps, les sensations du corps physique, les mains, les épaules. Puis tout doucement, on revient à sa conscience oculaire. Les yeux s'ouvrent doucement pour revenir vers une conscience normale. J'étais ravi de vous guider, même si c'est en ligne, à travers ces quelques minutes. C'était magnifique, Moundir. Un voyage. Ouais, j'étais loin. Je Ah, pense que. ça fait beaucoup d'effets, ouais, on vous demande d'ailleurs vos retours en ligne. C'est la première fois que je fais ça en ligne, donc ça peut être intéressant d'avoir vos retours. Et en tout cas, merci pour m'avoir donné cette opportunité de partager ces, ces expériences, ces pratiques, cette petite connaissance qui, qui est véhiculée à travers mon parcours. Merci du fond du cœur, Moundir, pour tous ces partages. Oui, dites-nous un petit peu dans les commentaires, les amis, votre retour sur ce que vous avez vécu pendant cette pratique de gong. D'ailleurs, une petite question, tu as chanté en quelle langue? En sanskrit. Sanskrit? Voilà ce que je me disais. Donc voilà, si vous souhaitez, les amis, quelque part vivre d'autres expériences du même type avec Moundir et même plus, eh bien, il y a ces stages, ces retraites que vous pouvez retrouver hein, sur son site. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site moundirs.com. Donc Merci beaucoup. vous retrouverez un petit peu tout son univers, tout ce qu'il peut partager à tous les niveaux. Donc il y a même de la poésie, enfin des poèmes,
Euh, il y a vraiment tout. Voilà. Tout l'univers Voilà. Moundir sur son site, moundirz.com. D'ailleurs, je mets à disposition plusieurs séances de gong, de la sono, des méditations guidées que j'ai Mhm. enregistrées. J'ai fait beaucoup de sons pour la méditation avec des mantras aussi que j'ai enregistrés. Et je propose aussi plus de 120 heures d'enseignement en vidéo sur mon site internet aussi. Ouais. Et puis tu es aussi présent sur tous les réseaux, hein, Facebook, Instagram, TikTok, voilà, et YouTube. Sur TikTok. Et YouTube, hein, tu t'es. On est obligé de Ouais, passer par là. C'est- ouais. Non, mais voilà, et Mais tu es je dis présent souvent, partout. moi, mon bonheur, c'est de voir les gens, hein. C'est pas de, c'est le plus beau bonheur, c'est quand on est entouré de personnes et qu'on peut partager de cœur à cœur. C'est là où c'est déjà fort à distance, mais alors quand on est ensemble, ça crée des vibrations extraordinaires. Alors, je vous encourage à aller voir Moundir lors de ses retraites. Et puis, je le rappelle une nouvelle fois, il y a aussi le livre Le Chemin. Donc, vous pouvez vous procurer hein, partout dans toutes les librairies physiques ou en ligne. Un superbe livre de Merci notre, beaucoup, hein, euh, de Stéphane. notre Halim des temps modernes, Moundir Zniber. Merci beaucoup. Alors, Moundir, je vais te laisser le mot de la fin. Euh, voilà, avant de nous quitter, je te remercie du fond du cœur. Et puis, voilà, toutes les personnes qui nous ont regardés, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire pour nous dire un petit peu ce que vous avez pensé de tous ces partages. Mettez-nous un petit like et partagez cette vidéo le plus possible pour que Moundir, voilà, ses enseignements, tout ce qu'il partage puisse être connu et le plus possible par le plus de monde. Voilà, vous voyez vraiment cette volonté, ce partage dans le cœur. Et pour moi, c'est hyper important que ce soit transmis. Alors, je te laisse le mot de la fin, me le dire. Ben, tout simplement, je vous propose juste, je propose aux auditeurs, hein, à nos communautés respectives qui vont regarder cette vidéo, juste de prendre un peu plus de temps pour soi. Aussi simplement que ça, de prendre du temps parce que vous êtes important, vous êtes le centre de votre vie, vous êtes le temple du divin sur terre et ça on l'oublie. Vous l'oubliez très souvent que votre corps, votre véhicule est le vrai temple du divin et le seul et unique temple. Nous avons construit des temples à l'extérieur juste pour refléter ce que nous avons à l'intérieur. Donc juste prendre ce temps de se contempler, de, d'être le témoin du miracle de la vie à l'intérieur de soi d'abord et autour de soi même à travers les absurdités les plus, on va dire, déroutantes, c'est quand même la magie de la vie, c'est la vie qui s'exprime. Et on a cette capacité de contempler cela, et on l'oublie. On est tous dans nos tracas quotidiens, nos petits problèmes, nos histoires, et on perd cette faculté de l'enfant juste de contempler, d'observer la vie pour ce qu'elle est, et d'être le témoin de cette magie. Et c'est ce qui nous est demandé, en fait, au final. C'est juste d'être le témoin de la magie de la vie. Tout le reste, finalement, est secondaire.